Inutile, c'est le mot qu'Olivier a choisi ce soir-là. Pas décevante, pas différente, inutile. Tu es inutile, Elena. Elle est meilleure que toi en tout. Plus belle, plus jeune, plus intelligente. J'avais 62 ans. Nous étions mariés depuis 38 ans. Il a prononcé ces mots dans notre salon, debout près de la fenêtre, comme s'il commentait la pluie. Sans crier, sans trembler, avec cette froideur terrible des hommes qui ont déjà choisi. Je m'appelle Elena Roche. J'ai aujourd'hui 65 ans. Et ce soir-là, j'ai compris qu'on peut perdre toute une vie en une seule phrase. Mais ce que je vais vous raconter, ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de dignité et de justice. La vraie, celle que la vie finit toujours par rendre. Laissez-moi vous dire comment tout a commencé. 3 mois plus tôt, nous vivions à Versailles, dans une maison bourgeoise que nous avions achetée ensemble dans les années 90. Olivier était architecte, moi, professeur de littérature française à la retraite. Nous avions 2 enfants, Mathieu et Camille, tous 2 installés à l'étranger. Notre vie était calme, prévisible, rassurante. Chaque matin, je préparais du café dans notre vieille cafetière italienne, celle que nous avions rapportée de Rome en voyage de noces. Olivier lisait Le Figaro en silence. Puis il partait à son bureau, et moi, je restais dans la maison que j'avais arrangée avec soin pendant 4 décennies. Les meubles en chêne massif, les rideaux de lin, les portraits de famille accrochés dans l'escalier. Tout portait ma trace, tout reflétait mes choix. Mais je ne savais pas encore que tout cela était devenu invisible pour lui, que moi, j'étais devenu invisible. Le premier signe est arrivé un jeudi soir de septembre. Olivier est rentré tard, très tard. Il sentait un parfum que je ne connaissais pas, quelque chose de sucré, de féminin, de jeune. « Tu as dîné avec un client ?» ai-je demandé doucement en lui tendant une assiette réchauffée. « Oui, un projet important. » Il n'a pas mangé. Il est monté directement dans la chambre. J'ai regardé la cafetière italienne posée sur le comptoir. Elle était encore chaude. J'avais préparé du café pour 2, comme chaque soir, mais il n'en avait pas voulu. C'était un détail, un tout petit détail. Mais parfois, la vérité commence par une tasse de café refusée. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de me convaincre que tout allait bien. Olivier rentrait tard, certes, mais il avait toujours été un homme ambitieux, dévoué à son travail. Pourquoi aurais-je dû m'inquiéter maintenant? Je me souviens de notre première rencontre. C'était en 1982, à Paris, lors d'une exposition d'architecture au Grand Palais. J'avais 22 ans. J'étudiais les lettres à la Sorbonne. Lui, il venait de terminer ses études aux Beaux-Arts. Il m'avait abordé devant une maquette de Le Corbusier. « Vous aimez l'architecture moderne ?» avait-il demandé. « Non », avais-je répondu en souriant. « Je préfère Balzac. » Mais mon frère m'a traîné ici. Il avait ri. Un rire franc, chaleureux. Et puis il m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Balzac construisait des cathédrales avec des mots. Moi, je veux construire des cathédrales avec des pierres. On pourrait s'entendre, vous et moi. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Notre mariage a été simple. Une cérémonie à la mairie de Versailles, suivie d'un déjeuner avec nos familles dans un restaurant près du château. Ma mère portait une robe bleue. Mon père pleurait discrètement dans son mouchoir. Olivier m'avait offert une bague en or blanc, sobre et élégante. Pas de diamant. Juste un anneau parfait, comme une promesse sans faille. « Je te promets de t'aimer comme au premier jour », avait-il murmuré en me la passant au doigt. Et pendant 38 ans, j'avais cru qu'il tiendrait cette promesse. Nous avons eu Mathieu en 1986, puis Camille 3 ans plus tard. Les premières années ont été épuisantes, bien sûr. Les nuits blanches, les pleurs, les couches, mais aussi les rires, les premiers mots, les premiers pas. Olivier était un bon père, distant peut-être, comme beaucoup d'hommes de sa génération, mais présent. Il lisait des histoires à Mathieu le soir. Il apprenait à Camille à faire du vélo dans le jardin. Et moi, j'étais là, toujours là. Je préparais les déjeuners. Je corrigeais les copies de mes élèves tard le soir, après avoir couché les enfants. Je m'occupais de la maison, du jardin, des courses, des rendez-vous médicaux. Je ne me plaignais jamais. C'était mon rôle. C'était ce que j'avais choisi. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Quand les enfants ont quitté la maison, Mathieu pour Londres, Camille pour Montréal, j'ai senti un vide immense s'installer. La maison était trop grande, trop silencieuse. Je me levais chaque matin et je regardais la cafetière italienne posée sur le comptoir. Je préparais du café pour 2. Olivier buvait le sien en lisant le journal,
Puis il partait travailler. Et moi, je restais. Je lisais. Je jardinais. Je prenais le thé avec quelques amis. Mais au fond, j'attendais. J'attendais qu'Olivier rentre. J'attendais qu'il me parle. J'attendais qu'il me regarde comme avant. Mais il ne me regardait plus. Un soir d'octobre, j'ai décidé de préparer son plat préféré. Un bœuf bourguignon, mijoté pendant des heures, comme ma grand-mère me l'avait appris. J'ai mis la table avec soin. Nappe blanche, bougies, verres en cristal. Quand Olivier est rentré, il a regardé la table avec surprise. « Qu'est-ce qu'on fête ?» a-t-il demandé. « Rien, j'avais juste envie de te faire plaisir. » Il s'est assis. Il a mangé en silence. Puis il a dit « C'est bon, merci, c'est tout. » Pas un sourire, pas un regard tendre. Juste « C'est bon, merci. » J'ai compris ce soir-là que quelque chose s'était brisé. Quelque chose que je ne savais pas comment réparer. La cafetière italienne était posée entre nous, sur la table. Elle était vieille, cabossée, un peu rouillée, mais elle fonctionnait encore, comme moi. Je l'ai regardée longtemps après qu'Olivier soit monté se coucher. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Novembre est arrivé avec ses pluies grises et ses journées courtes. Olivier rentrait de plus en plus tard, parfois à 22 heures, parfois à minuit. Toujours avec la même excuse. Un projet important, un client exigeant, une réunion qui s'éternise. Je ne disais rien. Je réchauffais son dîner. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Il répondait par monosyllabes. Bien, fatigué. Demain sera pire. Et puis il montait se coucher. Un soir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il avait laissé son téléphone sur la table basse du salon. D'habitude, il le gardait toujours avec lui. Toujours. Je ne suis pas une femme jalouse. Je ne l'ai jamais été. Pendant 38 ans, je n'avais jamais fouillé dans ses affaires, jamais lu ses messages, jamais douté de lui. Mais ce soir-là, quelque chose en moi a craqué. J'ai pris le téléphone. Mes mains tremblaient. Il y avait un code, évidemment, mais je connaissais Olivier. Je connaissais ses habitudes. J'ai tapé notre date de mariage, 03-0584. Le téléphone s'est déverrouillé. J'ai ouvert les messages. Le premier nom qui est apparu était A. Juste A. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. J'ai cliqué. Les messages dataient de plusieurs mois. Des dizaines, des centaines peut-être. Tu me manques déjà. J'ai hâte de te revoir. Hier soir était magique. Et puis, celui qui m'a brisé, elle ne comprend rien à moi. Pas comme toi. Avec toi, je me sens vivant. J'ai reposé le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Je suis montée dans la chambre. Olivier dormait déjà, tourné vers le mur. Je me suis allongée à côté de lui, dans le noir. Et j'ai réalisé quelque chose de terrible. Je ne savais plus qui était cet homme. Cet homme avec qui j'avais partagé 38 ans de ma vie. Cet homme que j'avais aimé, soutenu, accompagné. Cet homme pour qui j'avais renoncé à tant de choses. Il était devenu un étranger. Les jours suivants, j'ai continué comme si de rien n'était. Je préparais le café. Je souriais. Je posais des questions auxquelles il ne répondait pas vraiment. Mais à l'intérieur, quelque chose était mort. Je le regardais différemment. Chaque geste, chaque mot, chaque silence prenait un sens nouveau. Quand il disait « je rentre tard », j'entendais « je vais la voir ». Quand il disait « je suis fatigué », j'entendais « tu m'épuises ». Quand il ne disait rien, j'entendais « tu ne comptes plus ». Un matin de décembre, j'ai décidé de lui poser la question. Nous étions dans la cuisine, lui avec son journal, moi avec ma tasse de café. La cafetière italienne fumait encore entre nous. « Olivier, est-ce que tu es heureux ?» Il a levé les yeux, surpris. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce que j'ai l'impression que tu n'es plus là, que tu es ailleurs, avec quelqu'un d'autre. » Un long silence. Il a replié son journal. Il m'a regardé. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la culpabilité. « Elena, Il a hésité. Puis il a secoué la tête. « Non, tout va bien. Tu te fais des idées. » Il s'est levé, il a pris sa veste et il est parti sans finir son café. Je suis restée seule dans la cuisine. J'ai regardé sa tasse, encore pleine, encore chaude, et j'ai compris qu'il ne reviendrait plus. Pas vraiment, qu'il était déjà parti. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur, Colette. « Je crois qu'Olivier me trompe », ai-je dit en essayant de ne pas pleurer. Elle a soupiré. « Elena, ma chérie, les hommes de notre génération ne changent pas. Ils s'ennuient, ils cherchent ailleurs, mais ils ne partent jamais vraiment. Qu'est-ce que je dois faire ? Rien. Attends, il reviendra. Ils reviennent toujours. Mais je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas être cette femme qui ferme les yeux. Cette femme qui accepte. Cette femme qui se tait. J'avais déjà trop attendu. Pendant que je raconte tout cela,
Je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 3 jours plus tard, j'ai trouvé un autre indice. Une facture de restaurant. Un endroit chic, près de l'opéra. 2 couverts. 150 €. Ce n'était pas un déjeuner d'affaires. C'était un dîner romantique. J'ai gardé la facture dans mon sac à main. Comme une preuve. Comme une arme. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Mais je savais que je ne pouvais plus faire semblant. Fin décembre, Olivier m'a annoncé qu'il partait quelques jours pour un salon professionnel à Lyon. « Je reviens après Noël », a-t-il dit en bouclant sa valise. Noël. Nous avions toujours passé Noël ensemble, avec les enfants quand ils étaient petits, puis juste nous deux, après leur départ. Mais cette année, ils ne seraient pas là. Les enfants ne viennent pas, ai-je dit doucement. Mathieu est à Londres, Camille au Canada. On sera seuls. Je sais, mais c'est important. Je ne peux pas refuser. Il a embrassé mon front comme on embrasse une vieille tante. Et il est parti. J'ai passé Noël seul. J'ai mis la table pour un. J'ai préparé un repas simple. J'ai allumé une bougie. Et j'ai regardé la cafetière italienne, posée sur le comptoir. Elle était vide, froide, inutile, comme moi. Le 27 décembre, Olivier est rentré. Il avait l'air reposé, détendu, presque joyeux. « Comment était Lyon ?» ai-je demandé. « Bien. »« Très bien. » Il a posé sa valise dans l'entrée. Et puis il m'a regardé. Vraiment regardé. Mais ce n'était pas un regard d'amour. C'était un regard de pitié. Janvier est arrivé avec son cortège de résolutions et de faux départs. J'ai décidé de faire comme si tout allait bien. De sourire, de ne rien dire, de ne rien demander. C'est ce que ma mère m'avait appris après tout. Une femme intelligente sait fermer les yeux sur certaines choses, disait-elle. Un mariage, c'est un équilibre fragile. Il ne faut pas le secouer. Alors je n'ai rien secoué. J'ai continué à préparer le café chaque matin, à faire les courses, à entretenir la maison, à sourire quand Olivier rentrait tard. Je me suis effacée un peu plus chaque jour. Un soir, j'ai proposé d'aller au cinéma ensemble. Il y a ce film français dont tout le monde parle, ai-je dit. On pourrait y aller samedi soir, comme avant. Il a levé les yeux de son ordinateur. Samedi ? Non, impossible. J'ai un dîner professionnel. Dimanche alors ? Dimanche, je suis fatiguée. Une autre fois. Il n'y avait jamais d'autre fois. Je me souviens d'une conversation avec mon amie Brigitte, autour d'un thé, dans un salon de la rue de Rivoli. Brigitte était divorcée depuis 10 ans. Elle avait refait sa vie. Elle semblait heureuse. « Tu as l'air triste, Elena », a-t-elle dit en posant sa main sur la mienne. « Non, tout va bien. Ne me mens pas. Je te connais depuis le lycée. » J'ai baissé les yeux. Olivier est distant. Distant comment ? Comme s'il n'était plus là, comme si j'étais devenue invisible. Brigitte a soupiré. Les hommes de notre âge traversent parfois des crises. Ils ont peur de vieillir. Ils cherchent à se prouver quelque chose. Tu crois qu'il me trompe ? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a bu une gorgée de thé. Puis elle a dit « Si c'est le cas, tu le sauras. Et à ce moment-là, tu devras choisir, rester ou partir. » Mais moi, je ne voulais pas choisir. Je voulais juste que tout redevienne comme avant. Février, mars, avril. Les mois passaient et je m'enfonçais dans une routine silencieuse. Je souriais aux voisins. Je répondais poliment aux questions. « Oui, tout va bien. Olivier travaille beaucoup. Vous savez ce que c'est. » Mais à l'intérieur, je me sentais mourir. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. Mes cheveux grisonnaient. Ma peau se relâchait. Mes yeux avaient perdu leur éclat. J'avais 62 ans et j'avais l'impression d'en avoir 80. Un soir d'avril, Olivier est rentré avec un bouquet de fleurs, des roses blanches. J'ai été surprise, touchée, peut-être même émue. Pour moi ? Oui, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Je les ai mises dans un vase. Je les ai regardées longtemps. Et puis, quelques heures plus tard, j'ai compris. Les roses blanches. C'était ce qu'on offre quand on se sent coupable. Ce soir-là, j'ai à nouveau pris son téléphone. Les messages avec A continuaient. Mais cette fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant. Une photo. Elle était jeune, très jeune, peut-être 35 ans. Des cheveux longs et bruns, un sourire éclatant. Belle. Mon cœur s'est serré. Je n'étais pas jalouse de sa beauté. J'étais jalouse de sa jeunesse, de sa vie entière devant elle. Moi, j'avais déjà vécu la mienne. Et je l'avais vécue pour un homme qui ne me voyait plus. Le lendemain matin, j'ai préparé le café comme d'habitude. Olivier est descendu. Il a pris sa tasse. Il a commencé à lire le journal. « Olivier ? Oui ? Est-ce que tu m'aimes encore ?» Il a levé les yeux. Il m'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu la vérité dans ses yeux. Non, il ne m'aimait plus. Peut-être même qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé.
Mais au lieu de le dire, il a souri, un sourire triste, fatigué. Bien sûr que je t'aime, Elena. Ne dis pas de bêtises. Et il est reparti derrière son journal. Je suis resté debout, ma tasse à la main. La cafetière italienne fumait encore entre nous. Mais le café avait un goût amer ce matin-là. Le goût du mensonge. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais jamais faites. Je suis allé chez le coiffeur. J'ai changé de couleur. J'ai acheté de nouveaux vêtements. J'ai perdu du poids. Je pensais que peut-être, s'il me voyait changer, il me regarderait à nouveau. Mais non, il ne remarquait rien. Un soir, je lui ai demandé « Tu aimes mes cheveux ?» Il a levé les yeux, distrait. « Tes cheveux ? Ah oui, c'est joli. » Et il est retourné à son téléphone. Mai est arrivé avec le printemps. Les arbres fleurissaient dans le jardin. Les oiseaux chantaient. La lumière était douce. Mais moi, je ne voyais rien de tout ça. Je voyais seulement les heures passer, les jours, les semaines. Je voyais ma vie s'écouler sans bruit, sans éclat, sans sens. Je me demandais si c'était ça, vieillir, devenir invisible, inutile, transparente. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Mathieu, mon fils. « Maman, comment vas-tu ?»« Bien, mon chéri. Et toi ? Je m'inquiète pour toi. Ta voix, tu as l'air triste. Mais non, tout va bien. Et papa ? Il travaille beaucoup, comme toujours. » Un silence. « Maman, si tu as besoin de parler, je suis là. Je sais, mon amour. Merci. » Mais je n'ai rien dit. Comment aurais-je pu lui expliquer que son père ne m'aimait plus ? Comment aurais-je pu briser l'image qu'il avait de nous ? Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Juin. Olivier a annoncé qu'il partait une semaine à Bordeaux. Encore un salon ? Ai-je demandé ? Oui, tu pars souvent ces derniers temps. C'est mon travail, Elena. Il a dit mon prénom comme si c'était un fardeau. Pendant cette semaine, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai fouillé dans ses affaires, dans son bureau, dans ses tiroirs, dans ses vestes, et j'ai trouvé des reçus d'hôtel, des billets de train pour Paris, pas pour Bordeaux, des factures de restaurant. Tout était là, sous mes yeux, la preuve que ma vie était un mensonge. Quand Olivier est rentré, j'ai mis les preuves sur la table de la cuisine. Il est entré, il a vu les papiers, et il est devenu blanc. Elena, ne dis rien, je peux t'expliquer. Non, je ne veux pas d'explication, je veux juste savoir une chose. Qui est-elle ? Il a baissé les yeux. Elle s'appelle Anaïs. Anaïs. Ah, tout devenait clair. Depuis combien de temps ? 1 an. 1 an. Pendant 1 an, il m'avait menti, trompé, humilié. Tu l'aimes ? Il n'a pas répondu. Et son silence a été la pire des réponses. Je me suis assise. J'ai regardé la cafetière italienne sur le comptoir. Elle était là depuis 40 ans, témoin silencieux de notre histoire. « Qu'est-ce que tu veux, Olivier ?» Il a relevé la tête. « Je ne sais pas. Tu veux divorcer ?»« Non. Oui. Je ne sais pas. » Il était perdu, pathétique. Et moi, j'étais brisée. Cette nuit-là, il a dormi dans la chambre d'amis. Moi, je suis restée éveillée, les yeux fixés au plafond. Je pensais à tout ce que j'avais sacrifié. Ma carrière, mes rêves, ma jeunesse, tout pour cet homme. Et maintenant, il ne savait même pas s'il voulait rester. Les semaines qui ont suivi cette confrontation ont été étranges. Olivier ne partait plus. Il restait à la maison. Il essayait de parler, de s'expliquer. Mais ses mots sonnaient creux. « Je suis désolée, Elena. Je ne voulais pas te faire du mal. Alors pourquoi l'as-tu fait ? Je ne sais pas. J'étais perdue. Je me sentais vieux. Elle me faisait sentir vivant. Vivant. Comme si avec moi, il était mort. J'ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis des mois. Qui est-elle vraiment ? Il a hésité. Puis il a dit « Elle travaille dans mon agence. Elle est architecte junior. 34 ans. 34 ans. J'en avais 62. Presque le double. Et elle sait que tu es marié ? Oui. Et ça ne la dérange pas ? Elle pense que nous ne sommes plus heureux ensemble, que notre mariage est fini depuis longtemps. J'ai ri, un rire amer. Et c'est ce que tu lui as raconté ? Que je suis une vieille femme ennuyeuse qui ne te comprend plus ? Il n'a pas répondu. Mais son silence était une réponse. Les jours suivants, j'ai essayé de comprendre. Comment en étions-nous arrivés là ? Quand exactement avait-il cessé de m'aimer ? Était-ce après le départ des enfants ? Quand je suis devenue moins utile ? Ou était-ce avant ? Bien avant ? Peut-être que je n'avais jamais été assez pour lui. Peut-être que pendant toutes ces années, il avait juste fait semblant. Un matin de juillet, j'ai reçu un message étrange sur mon téléphone. Un numéro inconnu. « Madame Roche, je pense que vous devriez savoir la vérité sur votre mari et Anaïs. Ils se voient toujours. Hier soir, ils étaient ensemble au restaurant Le Procope. Mon sang s'est glacé.
Le Procope, notre restaurant. Celui où Olivier m'avait demandé en mariage, il y a 40 ans. J'ai montré le message à Olivier. C'est vrai? Il est devenu pâle. Elena, Réponds-moi. C'est vrai? Oui, mais ce n'était pas ce que tu crois. J'essayais de lui expliquer que c'était fini, que je voulais sauver mon mariage. Au Procope? Je ne pensais pas que... Tu ne pensais pas que j'allais le savoir. J'ai pris mon sac, j'ai pris mes clés. Où vas-tu? A-t-il demandé. Loin de toi. Je suis parti. J'ai roulé sans but pendant des heures. Je me suis retrouvé au bord de la Seine, près du pont Neuf. J'ai regardé l'eau couler. Et j'ai pleuré. Vraiment pleuré. Pour la première fois depuis des mois. J'ai pleuré sur ma vie, sur mes choix, sur le temps perdu. Quand je suis rentré, il faisait nuit. Olivier était assis dans le salon, la tête entre les mains. Elena, il faut qu'on parle. Je ne veux plus parler. S'il te plaît, écoute-moi. Je me suis assise, fatiguée, vidée. J'ai pris une décision, a-t-il dit. Je vais rompre avec Anaïs. C'est fini. Pourquoi maintenant? Parce que je réalise ce que j'ai. Toi, notre mariage, notre histoire. Je ne veux pas tout perdre. Tu aurais dû y penser avant. Je sais, et je suis désolée. Vraiment désolée. J'ai voulu le croire. J'ai voulu croire qu'il était sincère, qu'il m'aimait encore, que nous pouvions réparer ce qui était cassé. Mais au fond de moi, je savais. Je savais qu'on ne répare pas une confiance brisée. Qu'on ne revient pas en arrière après tant de mensonges. Août est arrivé. Olivier a fait des efforts, de vrais efforts. Il rentrait tôt. Il me parlait. Il m'apportait des fleurs. Il proposait des sorties. Un soir, il m'a emmené dîner dans un restaurant en bord de Seine. « Tu es belle ce soir », a-t-il dit. « Merci. Je veux que tu saches que je t'aime, que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » J'ai souri, mais mon sourire était triste, parce que je savais qu'il mentait. Ou pire, qu'il se mentait à lui-même. Le lendemain, j'ai reçu un autre message, le même numéro inconnu. Ils se voient toujours. Hier, ils étaient ensemble à l'hôtel particulier Montmartre. Mon cœur s'est arrêté. Hier soir, pendant que je dînais avec Olivier, pendant qu'il me disait qu'il m'aimait. Non, ce n'était pas possible. J'ai vérifié ses relevés bancaires. J'avais accès à tout. Nous partagions nos comptes depuis toujours. Et là, je l'ai vu. Un paiement. Hôtel, particulier Montmartre. La veille. 250 €. J'ai attendu qu'il rentre. Quand il est entré, j'étais assise dans le salon, les relevés sur la table. Il a vu. Et il a compris. Elena, ne dis rien. Je ne veux plus t'entendre mentir. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi tu étais à l'hôtel avec elle hier soir, pendant que tu me disais que tu m'aimais. Il s'est effondré sur le canapé. Je suis faible, Elena. Je suis faible et lâche. Je voulais rompre avec elle, vraiment. Mais elle me suppliait, elle pleurait. Et tu as cédé. Oui, je l'ai regardé, vraiment regardé. Cet homme pathétique, cet homme qui avait peur de vieillir, cet homme qui courait après sa jeunesse perdue. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne l'aimais plus. Peut-être que je ne l'avais plus aimé depuis longtemps. Peut-être que je m'étais juste accrochée à l'idée de lui, à l'idée de nous. Mais l'amour était mort. Qui m'a envoyé ces messages? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Quelqu'un sait? Quelqu'un nous surveille? Peut-être un collègue? Quelqu'un qui nous a vus ensemble? Ou peut-être elle? Il a levé les yeux, surpris. Anaïs? Pourquoi elle ferait ça? Pour me blesser, pour me faire partir, pour t'avoir pour elle seule. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé Olivier dormir à côté de moi. Et j'ai pensé à toutes ces années. Toutes ces années où j'avais cru que nous étions heureux. Toutes ces années où j'avais fermé les yeux sur ses absences, ses silences, ses distances. J'avais été aveugle. Ou peut-être que j'avais choisi de l'être. Le lendemain matin, j'ai préparé le café. La cafetière italienne a craché son liquide noir et amer. J'ai versé 2 tasses. Olivier est descendu. Il s'est assis. Il a pris sa tasse. Et moi, j'ai dit les mots que je n'avais jamais osé prononcer. « Je veux que tu partes ». Il a levé les yeux, choqué. « Quoi ? Je veux que tu partes. Maintenant. Aujourd'hui. Elena, attends. Non, je ne veux plus attendre. Je ne veux plus être cette femme qui attend, qui pardonne, qui ferme les yeux. C'est fini. » Il a essayé de protester, de s'excuser, de me convaincre. Mais ma décision était prise. Pour la première fois depuis des mois, j'étais sûre de moi. J'étais sûre que je méritais mieux. Mieux que ses mensonges, mieux que son indifférence, mieux que cette vie à moitié vécue. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que la vraie vérité était bien pire, et qu'elle allait me frapper en plein cœur quelques jours plus tard. Olivier n'est pas parti immédiatement. Il a supplié, pleuré, promis.
Donne-moi une dernière chance, une seule. Je vais tout arrêter. Je vais changer. Tu as eu des dizaines de chances, Olivier. Et tu as menti à chaque fois. Cette fois, c'est différent. Je le jure. Mais ses serments ne valèrent plus rien. Il a fini par partir 3 jours plus tard, avec une valise et sa fierté en lambeaux. Il a loué un petit appartement près de son agence, rue de Turbigo, dans le 3e arrondissement. Nous avons convenu de prendre du temps, de réfléchir, de voir si nous pouvions sauver quelque chose. Mais au fond, nous savions tous les deux que c'était fini. La maison était étrangement silencieuse sans lui. Je marchais dans les pièces vides et j'entendais mes pas résonner. La cafetière italienne restait sur le comptoir de la cuisine. Je ne l'utilisais plus. À quoi bon préparer du café pour une seule personne? Je buvais du thé maintenant, dans des tasses en porcelaine que ma mère m'avait offertes. C'était comme si je réapprenais à vivre. Septembre est arrivé. Un matin, j'ai reçu un appel de mon amie Brigitte. « Elena, il faut que je te voie, c'est urgent. » « Qu'est-ce qui se passe? » « Pas au téléphone. Rejoins-moi au café de Flore. Dans 1 heure. » Sa voix tremblait. Quand je suis arrivée, Brigitte était déjà là, assise en terrasse, une cigarette à la main. Elle ne fumait jamais. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en m'asseyant. Elle a écrasé sa cigarette. Elle m'a regardé, droit dans les yeux. « Il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Mon cœur s'est serré. « Quoi ?» ?»« C'est à propos d'Olivier et d'Anaïs. Je sais déjà tout. Il me l'a avoué. » « Non, tu ne sais pas tout. » Elle a sorti son téléphone. Elle a fait défiler quelques photos. Puis elle m'en a montré une. C'était une photo prise dans un restaurant. Olivier et Anaïs. Mais ils n'étaient pas seuls. Il y avait un 3e homme à la table. Un homme que je connaissais très bien. Marc, le meilleur ami d'Olivier depuis 40 ans. « Marc? Qu'est-ce qu'il fait là ?» Brigitte a hésité. « Elena, Marc et Anaïs, ils sont ensemble, depuis le début. Le monde s'est arrêté autour de moi. » « Quoi? Anaïs est la petite amie de Marc. Ils vivent ensemble depuis 2 ans. » « Non, ce n'est pas possible. Olivier m'a dit... » « Olivier te ment. Encore. » J'ai regardé la photo. J'ai regardé leur visage, leur sourire complice. Et tout est devenu clair. Marc qui venait dîner chez nous. Marc qui partait en vacances avec Olivier. Marc que je considérais comme un frère. Marc qui avait une petite amie beaucoup plus jeune que lui. Une certaine Anaïs. « Depuis quand tu sais ?» ai-je demandé, la voix brisée. « Depuis quelques mois. J'ai vu Marc avec elle dans un restaurant. Puis j'ai entendu des rumeurs. Des gens parlaient. Disaient qu'Olivier et Marc se partageaient. » Elle n'a pas fini sa phrase. Mais je comprenais. Je suis rentrée chez moi dans un état second. J'ai appelé Olivier. « Il faut qu'on parle. Maintenant. Elena, je suis au travail. » Maintenant, il a entendu quelque chose dans ma voix. Quelque chose de définitif. J'arrive. 1 heure plus tard, il était là, debout dans notre salon. C'est quoi cette urgence? J'ai sorti mon téléphone. J'ai montré la photo que Brigitte m'avait envoyée. Explique-moi ça. Il est devenu blanc. Où as-tu trouvé cette photo? Réponds à ma question. Qui est Anaïs? Il a détourné les yeux. C'est la petite amie de Marc. Alors pourquoi tu couchais avec elle? Silence. Un long silence. Olivier, regarde-moi. Il a levé les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu la vérité. Toute la vérité. Marc et moi, on se connaît depuis le lycée. On a toujours été proches, très proches. Et, il y a 3 ans, on a commencé à sortir ensemble. Marc, Anaïs et moi, des dîners, des week-ends. Mon estomac s'est retourné. Des week-ends? Oui. Tous les 3? Oui. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Donc tout ce temps, quand tu me disais que tu partais en déplacement avec Marc, nous partions avec elle. Et quand tu me disais que tu l'aimais, je ne sais pas si je l'aime, ou si j'aime l'idée de me sentir jeune, de me sentir désirée. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais cru connaître. Et moi, qu'est-ce que j'étais pour toi pendant tout ce temps? Il a baissé la tête. Tu étais ma femme. Mais tu ne m'aimais pas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. J'ai ri. Un rire amer, douloureux. Pendant 38 ans, j'ai vécu avec un homme qui ne savait pas s'il m'aimait, qui couchait avec la petite amie de son meilleur ami, qui me mentait en me regardant dans les yeux. Elena, non, laisse-moi finir. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est même pas la trahison. C'est le mépris. Je ne te méprise pas. Si, tu me méprises depuis longtemps. Tu me vois comme une vieille femme ennuyeuse, une femme qui t'attend à la maison, une femme inutile. Il n'a pas nié. Sors de chez moi. Elena, sors. Maintenant. C'est aussi ma maison. Non. Cette maison, c'est moi qui l'ai faite. Moi qui ai choisi chaque meuble, chaque rideau, chaque tableau.
Toi, tu n'as fait que dormir ici. Il a voulu protester, mais il a vu quelque chose dans mes yeux, quelque chose qu'il n'avait jamais vu, de la force. Très bien, je vais partir, mais on devra parler. Du divorce, de la maison, de l'argent. On parlera avec des avocats. Il a hoché la tête, et il est parti. Quand la porte s'est refermée, je me suis effondrée. J'ai pleuré, longtemps, violemment. Pas sur lui, pas sur notre mariage, sur moi, sur toutes ces années perdues, sur toute cette vie gâchée. Le soir même, j'ai reçu un dernier message du numéro inconnu. Vous méritez mieux. Vous avez toujours mérité mieux. J'ai répondu pour la première fois. Qui êtes-vous? La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Quelqu'un qui vous observe depuis longtemps, quelqu'un qui vous admire, quelqu'un qui attend le bon moment. Mon sang s'est glacé. Qui était cette personne? Pourquoi me surveillait-elle? Et surtout, pourquoi maintenant? Les jours suivants, j'ai essayé de comprendre. J'ai relu tous les messages. J'ai essayé de trouver des indices, mais rien. Le numéro était masqué. Les messages étaient courts, précis, factuels. Cette personne savait tout. Où Olivier allait? Avec qui? Quand? Comme si elle le suivait. Un soir, alors que je rentrais des courses, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une voiture garée en face de la maison. Une Peugeot noire, avec quelqu'un à l'intérieur. J'ai essayé de voir qui c'était, mais les vitres étaient teintées. Quand je me suis approché, la voiture a démarré et est partie. J'ai commencé à avoir peur. Peur de cette personne invisible qui me surveillait. Peur de ce qu'elle voulait. Peur de ce qu'elle pourrait faire. J'ai appelé Brigitte. Quelqu'un me surveille. Quoi? Je reçois des messages. Quelqu'un sait tout sur Olivier et moi. Et maintenant, il y a une voiture qui me suit. Elena, tu devrais appeler la police. Et leur dire quoi? Que quelqu'un m'envoie des messages qui disent la vérité sur mon mari? Le lendemain, j'ai reçu un nouveau message. Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. Au contraire, je veux vous aider. J'ai répondu immédiatement. M'aider comment? En vous montrant qui vous êtes vraiment. Et qui suis-je? Une femme forte, une femme qui mérite d'être aimée, une femme qui a passé trop de temps dans l'ombre d'un homme qui ne la voyait pas. Ces mots m'ont touché, profondément, parce qu'ils étaient vrais. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Octobre est arrivé avec ses feuilles mortes et ses journées grises. J'ai commencé les démarches de divorce. J'ai pris un avocat, maître Delacroix, une femme dans la cinquantaine, brillante et sans concession. Vous avez droit à la moitié de tout, m'a-t-elle dit. La maison, les économies, la retraite, tout. Je ne veux pas son argent. Je veux juste ma dignité. Votre dignité n'empêche pas de prendre ce qui vous revient de droit. Les négociations ont été difficiles. Olivier voulait garder la maison, ou au moins la vendre et partager. Moi, je voulais qu'il parte, définitivement. Cette maison est à moi, ai-je dit lors d'une réunion chez l'avocat. Moralement. Moralement ne compte pas devant la loi, a répondu son avocat. Alors, je vais me battre. Novembre. Les messages du numéro inconnu continuaient, mais ils changèrent de ton. Bientôt, vous comprendrez. Bientôt, tout sera clair. Qu'est-ce qui sera clair? La vérité. Toute la vérité. Et puis, un soir de novembre, j'ai compris. J'ai reçu une enveloppe dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, des photos. Des photos d'Olivier, avec Anaïs, avec Marc, dans des positions compromettantes. Des photos prises dans différents endroits, différents moments. Quelqu'un les suivait depuis des mois. Peut-être des années. Au dos de l'une des photos, un mot écrit à la main. Il ne vous méritait pas, mais quelqu'un d'autre vous mérite. Quelqu'un qui vous voit, quelqu'un qui vous attend. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Qui était cette personne? Et pourquoi me donnait-elle ces photos maintenant? J'ai passé la nuit à regarder ces photos. Chaque image était une gifle, chaque cliché révélait un mensonge de plus. Olivier et Anaïs dans un restaurant. Olivier et Marc riant ensemble. Les trois, main dans la main, sortant d'un hôtel. Toute une vie parallèle que j'ignorais. Toute une réalité dont j'avais été exclu. Au matin, j'ai pris une décision. J'allais confronter Olivier, mais pas seul. J'allais le confronter devant Marc, devant Anaïs, devant tous ceux qui m'avaient menti. J'allais leur montrer que je savais, que je n'étais plus cette femme aveugle et soumise. J'ai appelé Olivier. Je veux qu'on se voie. Toi, moi, Marc et Anaïs. Elena, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne te demande pas ton avis. Je te dis ce qui va se passer. Demain soir, 20h, au café de Flore. Si vous n'êtes pas là, j'envoie ces photos à vos collègues, à vos clients, à tout le monde. Un long silence. Quelle photo? Tu verras demain. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient.
mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais vivante. Je ne subissais plus. J'agissais. Le lendemain soir, j'étais au café de Flore à 19h30. J'avais mis une robe noire, simple, élégante. J'avais soigné mes cheveux, mon maquillage. Je voulais qu'il me voie, vraiment me voie. Pas comme une vieille femme brisée, mais comme une femme digne, une femme forte. Ils sont arrivés à 20h05. Olivier d'abord, l'air tendu, puis Marc, mal à l'aise, et enfin Anaïs. Je l'ai vue pour la première fois en chair et en os. Elle était exactement comme sur les photos. Jeune, belle, sûre d'elle. Elle portait un jean et un pull en cachemire, décontracté, comme si tout cela n'était qu'une formalité ennuyeuse. Ils se sont assis. Personne n'a parlé pendant un long moment. Puis j'ai sorti l'enveloppe. J'ai étalé les photos sur la table. Leurs visages se sont décomposés. « Où as-tu trouvé ça ?» a demandé Olivier, la voix blanche. « Peu importe. Ce qui importe, c'est que maintenant, je sais tout. » Marc a essayé de prendre une photo. Je l'ai arrêté d'un geste. « Ne touche pas. » Il a reculé sa main. « Elena, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non ? Alors explique-moi. Explique-moi ce que je vois sur ces photos. » Il a baissé les yeux. Je me suis tournée vers Anaïs. « Et toi ? Tu n'as rien à dire ?» Elle m'a regardée. Ses yeux étaient froids, durs. « Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? La vérité. Depuis combien de temps ? 3 ans. 3 ans. Et ça ne t'a jamais dérangé ? De détruire un mariage ? Elle a haussé les épaules. Votre mariage était déjà mort. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Comment oses-tu ? C'est la vérité. Olivier me l'a dit 100 fois. Il était malheureux avec vous. Vous étiez comme une colocataire, plus comme une femme. J'ai regardé Olivier. C'est ce que tu lui as dit ? Il n'a pas répondu. Réponds-moi. C'est ce que tu lui as dit ? Elena. Réponds. Oui, a-t-il murmuré. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Définitivement. Tu es lâche. Tu as toujours été lâche. Elena. Non. Laisse-moi parler. Pour une fois, tu vas m'écouter. Je me suis levée. J'ai pris les photos. Je les ai regardées, un par un. Pendant 38 ans, j'ai construit une vie avec toi. J'ai élevé tes enfants. J'ai entretenu ta maison. J'ai soutenu ta carrière. J'ai renoncé à mes rêves pour que tu puisses réaliser les tiens. Ma voix tremblait, mais je continuais. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu m'as trahi, tu m'as menti, tu m'as humilié. Et toi, Marc, mon ami, l'ami de la famille, celui en qui j'avais confiance, tu es aussi coupable que lui. Marc a essayé de dire quelque chose, mais je l'ai coupé. Vous êtes pathétiques, tous les deux. 2 hommes de 65 ans qui courent après leur jeunesse perdue, qui pensent qu'une fille de 34 ans va les rendre heureux. Vous ne voyez pas qu'elle vous utilise ? Anaïs a ri, un rire méprisant. Je ne les utilise pas, je les aime. Tu aimes leur argent, tu aimes leur statut, tu aimes l'idée d'avoir 2 hommes à tes pieds. Mais tu ne les aimes pas. Vous ne me connaissez pas. Je te connais mieux que tu ne le crois. Tu es comme toutes ces filles qui pensent que la beauté et la jeunesse suffisent. Mais un jour, tu auras mon âge. Et tu comprendras. Elle s'est levée brusquement. J'en ai assez écouté. Elle a regardé Olivier et Marc. Vous venez ? Olivier a hésité. Il m'a regardé. Elena, je suis désolée. Vraiment. Va-t'en. On doit parler. Du divorce, de la maison. Mon avocat parlera avec le tien. Moi, je n'ai plus rien à te dire. Il s'est levé. Marc aussi. Ils sont partis tous les 3. Je suis restée seule à la table, entourée de photos. Les gens autour me regardaient. Certains avec pitié, d'autres avec curiosité. Mais je m'en fichais. J'ai payé mon café. J'ai ramassé les photos et je suis partie. En rentrant chez moi, j'ai reçu un nouveau message. Vous avez été magnifique ce soir. Digne, forte, vous m'avez impressionnée. Qui êtes-vous ? Bientôt, très bientôt, vous le saurez. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil lourd, épuisé mais apaisé. J'avais dit ce que j'avais à dire, j'avais confronté mes démons. Et maintenant, je pouvais tourner la page. Les semaines suivantes ont été étranges. Olivier a essayé de me contacter plusieurs fois. Je n'ai jamais répondu. Marc aussi. Des messages d'excuses, des tentatives de justification. J'ai tout supprimé. Mon avocat a négocié durement. Il propose de racheter votre part de la maison. 400 000 €. Non, c'est une offre correcte. Je veux la maison. Toute la maison. Elena, légalement, je veux qu'il parte, définitivement. Je veux qu'il n'ait plus aucun lien avec cette maison, avec cette vie. Maître Delacroix a soupiré. Je vais voir ce que je peux faire. Décembre est arrivé. Un soir, alors que je rentrais de chez le coiffeur, j'ai remarqué la même voiture noire garée devant chez moi. Cette fois, je n'ai pas eu peur. Je me suis approchée.
J'ai frappé à la vitre. La vitre s'est baissée lentement, et j'ai vu un homme, la cinquantaine, élégant, cheveux grisonnants, yeux bleus, un visage que je connaissais. Laurent? Il a souri. Bonsoir, Elena. Laurent Moreau, le meilleur ami d'Olivier, ou plutôt l'ancien meilleur ami. Il s'était brouillé il y a 5 ans. Une histoire de travail, de trahison professionnelle. Olivier ne m'en avait jamais vraiment parlé. Qu'est-ce que tu fais là? Je veille sur toi. C'est toi qui m'envoies les messages? Il a hoché la tête. Depuis le début, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'Olivier t'a fait. Parce que je sais ce qu'il est vraiment. Et parce que tu mérites mieux? Comment tu sais tout ça? Parce que je les suis depuis 3 ans. Depuis qu'Olivier m'a trahi professionnellement. Je voulais des preuves de ses mensonges. Pour me venger. Et j'ai découvert bien plus que ce que je cherchais. Je ne savais pas quoi dire. Tu aurais dû me prévenir. J'ai essayé. Mais tu ne m'aurais pas cru. Tu l'aimais encore. Tu voulais croire en lui. Alors tu as attendu. J'ai attendu le bon moment. Le moment où tu serais prête à entendre la vérité. Il est sorti de sa voiture. Est-ce que je peux entrer? J'aimerais te parler. J'ai hésité. Puis j'ai dit oui. Nous nous sommes installés dans le salon. Je lui ai préparé du thé. La cafetière italienne était toujours sur le comptoir, mais elle ne servait plus. Elle était devenue un vestige, un souvenir mort. Tu veux savoir pourquoi Olivier et moi nous sommes brouillés? A demandé Laurent. Si tu veux me le dire. Il y a 5 ans, nous travaillions sur un grand projet ensemble, un immeuble de bureaux près de la Défense, le projet de notre vie. Il a bu une gorgée de thé. Olivier a volé mes plans. Il les a présentés comme les siens. Il a obtenu le contrat. Et moi, j'ai été écartée. Je ne savais pas. Il ne t'a rien dit? Évidemment. Je suis désolée. Ne sois pas désolée. Ce n'est pas ta faute. Il m'a regardé longuement. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas qu'il m'ait trahi professionnellement, c'est qu'il ait trahi tout le monde. Toi, ses enfants, lui-même. Il est faible. Il est égoïste. C'est différent. Nous avons parlé pendant des heures. Laurent m'a raconté tout ce qu'il savait. Les voyages, les mensonges, les trahisons. Il avait tout documenté, tout photographié. Pourquoi tu as fait ça? Ai-je demandé. Au début, pour me venger. Mais ensuite, c'était pour toi. Ah, pour moi? Oui, parce que je te regardais depuis des années. Je te voyais sourire alors que tu étais malheureuse. Je te voyais attendre un homme qui ne te méritait pas. Et je me disais que tu méritais de savoir. Il a posé sa tasse. Elena, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Je t'aime. Depuis longtemps. Depuis toujours. Le monde s'est arrêté. Quoi? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Depuis le jour où Olivier t'a présenté comme sa fiancée, il y a 40 ans, des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Laurent, je sais, c'est trop tôt. Tu viens de sortir d'un mariage difficile. Tu as besoin de temps. Mais je voulais que tu le saches. Je voulais que tu saches qu'il existe des hommes qui te voient, qui t'apprécient, qui t'aiment pour ce que tu es. Il s'est levé. Je vais te laisser. Mais si un jour tu as besoin de moi, je serai là. Il a laissé une carte sur la table. Mon numéro. Le vrai. Plus besoin de messages anonymes. Et il est parti. Je suis restée seule dans le salon, la carte à la main. Laurent. L'homme invisible. L'homme qui m'avait observé pendant des années. L'homme qui m'aimait en silence. J'ai regardé autour de moi. Cette maison, ces meubles, ces souvenirs, tout portait la trace d'Olivier. Mais moi, où étais-je dans tout ça? Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'allais refaire ma vie. Non pas avec Laurent, pas tout de suite, mais pour moi. J'allais retrouver celle que j'étais avant Olivier, celle que j'avais oubliée. Les jours qui ont suivi la révélation de Laurent ont été étranges. Je me sentais à la fois libérée et désorientée. Libérée de savoir la vérité, toute la vérité, mais désorientée parce que je ne savais pas quoi faire de cette information. Laurent m'aimait, depuis 40 ans. Pendant tout ce temps où j'étais mariée à Olivier, Laurent m'observait, m'admirait, m'aimait en silence. J'ai relu sa carte des dizaines de fois. Laurent Moreau, architecte, son numéro de téléphone, son adresse. Mais je ne l'ai pas appelé, pas encore. J'avais besoin de temps, de réfléchir, de comprendre qui j'étais maintenant. Janvier 2024 est arrivé. Une nouvelle année, un nouveau départ. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Voyager, seule. J'ai réservé un billet pour Florence. 1 semaine. Un petit hôtel près du Ponte Vecchio. Quand j'ai annoncé ça à Brigitte, elle a été surprise. Toute seule? Oui. Tu es sûre? Pour la première fois depuis longtemps, oui. Je suis sûre. À Florence, j'ai marché pendant des heures.
J'ai visité les musées, les églises, les jardins. J'ai mangé seul dans de petits restaurants. J'ai bu du vin en regardant le coucher de soleil sur l'Arno. Et j'ai pensé à ma vie, à toutes ces années passées à attendre, à servir, à me taire. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré Olivier. J'étudiais la littérature, j'avais des rêves. Je voulais écrire, voyager, enseigner dans une université. Mais je m'étais mariée, j'avais eu des enfants, et mes rêves étaient passés au second plan. Puis, ils avaient disparu complètement. Un soir, assise sur un banc face au Duomo, j'ai sorti un carnet, et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas un journal, une histoire, mon histoire. J'ai écrit sur la jeune fille que j'étais, sur la femme que j'étais devenue, sur celle que je voulais être. J'ai écrit sur Olivier, sur ses mensonges, sur ma douleur, mais j'ai aussi écrit sur ma force, sur ma résilience, sur ma dignité. Et en écrivant, j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas perdu 38 ans. J'avais gagné quelque chose de précieux, la connaissance de moi-même. Quand je suis rentrée à Paris, j'étais différente, plus légère, plus sereine. J'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison. J'ai laissé entrer l'air frais. J'ai enlevé certains meubles, certains tableaux, certains souvenirs. J'ai repeint le salon, en blanc cassé, une couleur douce, apaisante. Et puis, un matin, j'ai fait quelque chose de symbolique. J'ai pris la cafetière italienne. Je l'ai regardée longuement. Elle était cabossée, rouillée, usée, comme mon mariage. Je l'ai emballée dans du papier journal. Je l'ai mise dans un carton. Et je l'ai apportée à Emmaüs, l'association caritative. Elle fonctionne encore, ai-je dit à la dame qui me recevait. Merci, madame, quelqu'un en aura besoin. En repartant, je me suis sentie plus légère, comme si j'avais laissé un poids derrière moi. Février. Mon avocat m'a appelé. Olivier a accepté vos conditions. Quoi? Il abandonne ses droits sur la maison. Il vous laisse tout. En échange, il garde sa retraite et ses économies personnelles. J'ai été surprise. Pourquoi? Je pense qu'il se sent coupable. Ou peut-être qu'il veut juste en finir. Quelques jours plus tard, j'ai signé les papiers. La maison était à moi, entièrement. Olivier n'y avait plus aucun droit, aucun lien. Le soir même, j'ai reçu un message de lui. « Elena, je sais que tu ne veux plus me parler, mais je voulais te dire quelque chose. Je suis désolée, vraiment désolée. Je regrette tout. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Tu méritais mieux. Tu as toujours mérité mieux. » J'ai lu ce message plusieurs fois. Puis j'ai répondu « Merci pour ces mots. Mais il est trop tard, j'ai tourné la page. Je te souhaite d'être heureux, vraiment. Adieu, Olivier. » Et j'ai supprimé son numéro. Mars. J'ai commencé à sortir davantage. J'ai rejoint un club de lecture, un cours de peinture, un groupe de randonnée. Je rencontrais de nouvelles personnes. Je découvrais de nouveaux centres d'intérêt. Je me redécouvrais. Un samedi après-midi, lors d'une exposition au Grand Palais, je l'ai vu, Laurent. Il regardait une sculpture, concentré, absorbé. Je me suis approché doucement. « Bonjour ». Il s'est retourné. Son visage s'est illuminé. « Elena ». Nous avons marché ensemble dans l'exposition. Nous avons parlé d'art, de littérature, de voyage. Pas d'Olivier, pas du passé, juste du présent. À la fin de la visite, il m'a proposé de prendre un café. J'ai accepté. Nous nous sommes installés dans un petit café près des Champs-Élysées. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. « Bien, mieux. Je reprends ma vie en main. Je suis content pour toi. » Il m'a regardé avec douceur. « Tu es différente. » Différente comment? Plus lumineuse, plus présente, comme si tu avais retrouvé quelque chose que tu avais perdu. Peut-être. Il a hésité. Puis il a dit « Elena, je ne veux pas te presser. Je sais que tu as besoin de temps. Mais je voulais te dire que je suis là. Si tu as besoin de parler, de rire, ou juste de ne rien faire. » J'ai souri. « Merci Laurent. Nous nous sommes revus. Plusieurs fois. Des déjeuners, des promenades, des visites de musées. Petit à petit, une amitié s'est installée. Ou peut-être plus qu'une amitié. Je ne savais pas encore. Avril. Un soir, Laurent m'a invité à dîner chez lui. Il habitait un appartement magnifique dans le Marais. Lumineux, épuré, élégant. « Tu as fait la cuisine » ai-je demandé en entrant. « Oui, j'espère que tu aimes les risottos. J'adore. » Nous avons dîné sur sa terrasse, avec vue sur les toits de Paris. Le soleil se couchait, la lumière était douce, dorée. « C'est magnifique » ai-je dit. « Oui, mais il ne regardait pas la vue. Il me regardait. » Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé. Laurent a mis de la musique, du jazz, doux, enveloppant. « Elena, je dois te dire quelque chose. »« Quoi ?» Il a pris ma main. « Je t'ai dit que je t'aimais depuis 40 ans.
c'est vrai. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de répondre à mes sentiments. Je veux juste que tu saches que je suis là, pour toi, sans attente, sans pression. J'ai regardé nos mains enlacées. Sa main était chaude, forte, rassurante. Laurent, oui, je ne sais pas si je suis prête à aimer quelqu'un. Pas maintenant, peut-être pas avant longtemps. Je sais, mais je sais une chose. Quoi? Avec toi, je me sens vue, entendue, respectée. Et c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. Il a souri. C'est déjà beaucoup. Nous sommes restés assis comme ça, main dans la main, écoutant la musique. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie en paix. Mais j'ai reçu un appel de Mathieu, mon fils. Maman, j'ai appris pour le divorce. Comment tu sais? Papa m'a appelé. Il est effondré. J'ai senti mon cœur se serrer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il avait tout gâché. Qu'il regrettait. Qu'il t'aimait encore. Mathieu, maman, je ne te juge pas. Je veux que tu saches ça. Papa m'a raconté la vérité. Pour Anaïs, pour Marc, pour tout. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il a été lâche. Je pense qu'il ne te méritait pas. Et je pense que tu as bien fait de partir. Des larmes ont coulé sur mes joues. Merci, mon chéri. Je t'aime, maman. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Juin. Camille aussi m'a appelé. Maman, je suis fière de toi. Pourquoi? Parce que tu as eu le courage de partir, de te respecter. Beaucoup de femmes ne l'auraient pas fait. J'ai eu peur, pendant longtemps. Mais tu l'as fait quand même. C'est ça, le courage. Juillet. Laurent et moi passions de plus en plus de temps ensemble. Nous n'étions pas officiellement ensemble. Pas encore. Mais il y avait quelque chose entre nous. Quelque chose de doux, de profond. Un soir, il m'a emmené dans un restaurant près de Versailles. Pas le Procope. Un endroit nouveau. Sans mémoire. Sans passé. J'ai quelque chose pour toi, a-t-il dit en sortant un petit paquet. Laurent, tu n'aurais pas dû. Ouvre. À l'intérieur, il y avait un livre. Un exemplaire ancien des Fleurs du mal de Baudelaire. Tu m'avais dit un jour que c'était ton livre préféré. Tu te souviens de ça? Je me souviens de tout ce que tu m'as dit. J'ai ouvert le livre. Sur la première page, une dédicace manuscrite à Elena qui a transformé la douleur en sagesse. Avec toute mon admiration. Laurent. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai pensé à ma vie. J'avais 63 ans. J'étais divorcée, seule. Mais je n'étais pas malheureuse. Au contraire, j'avais compris quelque chose d'essentiel. Le bonheur ne vient pas de l'autre, il vient de soi. Il vient de cette capacité à se respecter, à se choisir, à dire non. Et moi, j'avais dit non. Non à l'humiliation, non au mensonge, non à l'indifférence. J'avais choisi la dignité. Août. Un après-midi, alors que je lisais dans mon jardin, j'ai entendu la sonnette. C'était Olivier. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient plus gris, son visage plus creusé. Elena, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, te parler. Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assis dans le salon que j'avais repeint, réaménagé, réinventé. C'est différent ici, a-t-il dit. Oui, c'est beau. Merci. Un long silence. Elena, je voulais te dire... Olivier, arrête. Quoi? Arrête de venir ici. Arrête de m'envoyer des messages. Arrête de chercher mon pardon. Il a baissé les yeux. Je regrette tellement. Je sais, mais ça ne change rien. Tu ne pourras jamais me pardonner? J'ai réfléchi longuement. Je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Et surtout, je n'ai pas besoin de te pardonner pour aller bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que mon bonheur ne dépend pas de toi. Plus maintenant. Il a hoché la tête. Des larmes coulèrent sur ses joues. Tu es avec quelqu'un? Ce ne sont pas tes affaires. C'est Laurent, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Il t'aime depuis toujours, tu sais. Même quand nous étions amis, je le voyais te regarder. Et toi, tu ne voyais rien? Non, je ne voyais rien. Il s'est levé. Je vais te laisser, mais je voulais que tu saches une chose. Quoi? Tu es inutile. Elle est meilleure que toi en tout. Plus belle, plus jeune, plus intelligente. Ces mots terribles qu'il avait prononcés des mois plus tôt. C'est ce que tu m'as dit. Je sais. Et c'était la pire erreur de ma vie. Parce que c'est faux. Tu es extraordinaire. Et je ne l'ai jamais vu. Il est parti. Et cette fois, je savais qu'il ne reviendrait plus. Septembre 2024. 3 mois après la dernière visite d'Olivier. J'avais repris une vie normale. Ou plutôt, j'avais construit une nouvelle vie. Une vie où je ne dépendais de personne. Où je choisissais mes journées. Où je respirais librement. Laurent et moi nous voyions régulièrement. Nous n'étions toujours pas officiellement ensemble. Mais quelque chose grandissait entre nous. Quelque chose de doux et de patient. Un dimanche matin, il m'a proposé une promenade au jardin du Luxembourg. Il fait beau.
On devrait en profiter. Avec plaisir. Nous marchions main dans la main entre les allées bordées d'arbres. Les feuilles commençaient à roussir. L'automne approchait. Elena, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on parte en voyage ensemble? Quelques jours. En Italie peut-être. J'ai souri. L'Italie. Comme c'est étrange. Ah, pourquoi? Parce que c'est là-bas que j'ai commencé à me retrouver. À Florence. Alors retournons-y ensemble. J'ai accepté. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Brigitte. Sa voix était étrange, hésitante. Elena, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos d'Olivier. Mon cœur s'est serré. Il lui est arrivé quelque chose? Oui et non. Brigitte a pris une grande inspiration. Anaïs l'a quitté. J'ai été surprise. Quand? Il y a 2 semaines. Elle est partie avec Marc. Avec Marc? Je croyais qu'ils étaient ensemble tous les 3. Oui, mais apparemment, Anaïs a fait son choix. Elle a choisi Marc. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la satisfaction. Pas de la joie. Juste une forme de tristesse. Pour Olivier. Pour sa solitude. Comment il va? Pas bien. Il a perdu son travail aussi. Quoi? Un de ses projets a échoué. Un grand projet. Il y avait des erreurs de conception. Des problèmes structurels. Le client l'a poursuivi en justice. Mon Dieu. Son agence a fermé. Il est ruiné. J'ai raccroché. Bouleversé. Olivier. L'homme qui avait tout. Le succès. L'argent. La jeunesse à ses côtés. Il avait tout perdu. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un message de Mathieu. Maman, papa est à l'hôpital. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un malaise. Rien de grave, mais il est très faible. Très déprimé. Dans quel hôpital? Hôpital Georges Pompidou. J'ai hésité. Devais-je y aller? Devais-je le voir? Laurent m'a dit « C'est à toi de décider. Mais tu n'es pas obligé. Tu ne lui dois rien. Je sais. Mais le lendemain, je suis allée à l'hôpital. J'ai trouvé sa chambre. Numéro 312. J'ai frappé doucement. Entrez. Olivier était allongé dans le lit. Pâle. Amaigri. Il m'a vue et ses yeux se sont remplis de larmes. « Elena, tu es venue. » Mathieu m'a appelé. Je me suis assise sur la chaise près du lit. « Comment tu te sens? » Mal. Très mal. Qu'est-ce que les médecins disent? Épuisement. Dépression. Rien de mortel. Juste la vie qui me rattrape. Il a fermé les yeux. J'ai tout perdu, Elena. Tout. Je sais. Brigitte m'a dit. Mon travail, mon agence, Anaïs, Marc, tout. J'ai regardé cet homme brisé. Cet homme qui m'avait brisé. Et je n'ai ressenti ni haine, ni satisfaction. Juste de la tristesse. Elle m'a traité de vieux, de pathétique. Elle m'a dit qu'elle m'avait utilisé. Pour l'argent, pour le confort. Il pleurait maintenant. Et Marc a ri. Il m'a dit que j'étais un imbécile, que j'avais tout gâché. Ma carrière, mon mariage, ma vie. Olivier, j'ai 66 ans, Elena. Je suis seule, ruinée, malade, et je n'ai plus personne. Tu as tes enfants. Ils me parlent à peine. Mathieu est poli, mais distant. Camille refuse de me voir. Il m'a regardé. Et toi, est-ce que tu peux me pardonner? J'ai pris une longue inspiration. Je ne sais pas, Olivier. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Ça prend du temps. Mais un jour, peut-être, mais pas pour toi, pour moi. Parce que le pardon, c'est se libérer. Et je suis déjà libre. Il a fermé les yeux. Tu as quelqu'un dans ta vie? J'ai hésité. Puis j'ai dit la vérité. Oui. Laurent? Oui. Un long silence. Il a de la chance. C'est moi qui ai de la chance. Pourquoi? Parce qu'il me voit. Parce qu'il me respecte. Parce qu'il m'aime pour ce que je suis. Olivier a hoché la tête. Je t'ai traité comme si tu étais inutile. Comme si elle était meilleure que toi en tout. Plus belle, plus jeune, plus intelligente. Ces mots. Encore ces mots. Je sais. Mais c'était faux. Tu es extraordinaire. Et je ne l'ai compris que trop tard. Je me suis levée. Je dois y aller. Elena, attends. Quoi? Est-ce que tu reviendras me voir? J'ai réfléchi. Je ne sais pas. Peut-être, s'il te plaît. Olivier, tu dois comprendre quelque chose. Je ne suis pas responsable de ton bonheur. Tu as fait des choix. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Il a baissé la tête. Je sais. Je suis partie. Dans le couloir de l'hôpital, j'ai croisé une infirmière. Elle portait un plateau, des médicaments, de l'eau. Elle allait dans la chambre d'Olivier. Et j'ai pensé à quelque chose qu'on m'avait dit un jour. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Octobre. Laurent et moi sommes partis en Italie. Rome, Florence, Venise. 10 jours de lumière,
de beauté, de douceur. Un soir, sur un balcon à Venise, face au Grand Canal, Laurent m'a pris dans ses bras. « Je t'aime, Elena ». C'était la première fois qu'il le disait depuis cette nuit chez lui, des mois plus tôt. J'ai regardé l'eau scintiller sous la lune. « Moi aussi, je t'aime. »« Vraiment ?»« Oui, vraiment. » Il m'a embrassé, un baiser doux, respectueux, plein de promesses. À notre retour à Paris, j'ai appris que Marc avait quitté Anaïs. Il l'a plaqué, m'a dit Brigitte au téléphone. Il est retourné avec sa femme. Sa femme? Je ne savais même pas qu'il était marié. Il l'était. Il avait divorcé il y a 5 ans. Mais apparemment, ils se sont réconciliés. Et Anaïs? Elle est seule. Elle a perdu son travail aussi. Olivier l'avait embauchée dans son agence. Quand l'agence a fermé, elle s'est retrouvée sans rien. Je n'ai pas ressenti de joie. Juste une forme de justice naturelle. Chacun récoltait ce qu'il avait semé. Novembre. J'ai reçu une lettre, à la main, pas d'adresse d'expéditeur. Je l'ai ouverte avec curiosité. Madame Roche, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Sophie. Je suis l'ancienne assistante d'Olivier. Je vous écris pour vous dire quelque chose d'important. Pendant des années, j'ai vu comment Olivier vous traitait. Avec indifférence, avec mépris. Il parlait de vous au bureau comme si vous étiez un fardeau. Je voulais vous prévenir, mais je ne savais pas comment. Aujourd'hui, il a tout perdu. Son agence, sa réputation, ses amis. Et je pense qu'il a enfin compris. Il m'a dit, quelques jours avant que l'agence ferme, « J'ai détruit la seule personne qui m'aimait vraiment. Je voulais que vous le sachiez. Pas pour que vous le plaigniez, mais pour que vous sachiez que vous aviez raison, que vous méritez mieux, et que la vie lui a donné ce qu'il méritait. Soyez heureuse, Madame Roche. Respectueusement, Sophie. » J'ai replié la lettre lentement. La vie lui a donné ce qu'il méritait. Décembre. Un soir, alors que je dînais chez Laurent, mon téléphone a sonné. C'était Mathieu. « Maman, papa est sorti de l'hôpital. »« Ah, comment il va ?»« Mieux physiquement. Mais moralement, il est détruit. » « Il vit où maintenant ?»« Dans un petit studio, rue de la Roquette. Il vend des assurances pour survivre. » Des assurances. Olivier. L'architecte brillant. Le chef d'entreprise. L'homme au succès éclatant. Il vendait des assurances. Est-ce qu'il a quelqu'un? Non. Il est seul. Complètement seul. Un silence. Oh, maman? Oui? Tu ne lui dois rien. Je voulais juste que tu le saches. Je sais, mon chéri. Merci. J'ai raccroché. Laurent me regardait. Tout va bien? Oui, tout va bien. Et c'était vrai. Tout allait bien. Olivier avait perdu tout ce qu'il chérissait. Non pas parce que je l'avais vengé, mais parce que la vie avait fait son travail. On ne construit pas le bonheur sur les mensonges. On ne trouve pas l'amour dans la trahison. On ne garde pas ce qu'on n'a jamais respecté. Olivier l'avait appris, à ses dépens. Et moi, j'avais appris autre chose. Que la justice n'a pas besoin de nos mains. Que le temps fait son œuvre. Que chaque action porte ses fruits. Un soir de décembre, alors que je marchais avec Laurent sur les quais de Seine, j'ai pensé à cette phrase que ma grand-mère me répétait « Ce qu'on donne, on le reçoit, en bien comme en mal ». Olivier avait donné du mépris, du mensonge, de l'indifférence. Et il avait reçu la solitude, la ruine, le regret. Moi, j'avais donné de l'amour, du respect, de la dignité. Et j'avais reçu la liberté, la paix, un nouvel amour. Laurent m'a serré contre lui. À quoi tu penses? À la vie, à la justice. La justice? Oui, la vraie, celle qui vient toute seule, celle qu'on ne force pas. Il a souri. Tu as raison. Nous avons continué à marcher. Et j'ai pensé à Olivier, seul dans son studio. À Anaïs, seule et sans travail. À Marc, revenu vers sa femme par défaut, pas par amour. Ils m'avaient tous traité comme si j'étais inutile, comme si j'étais rien. Mais des années plus tard, c'était moi qui marchais libre, la main dans celle d'un homme qui m'aimait. Et eux, ils récoltaient le vide qu'ils avaient semé. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Janvier 2025. 3 ans, exactement après cette soirée terrible où Olivier avait prononcé ces mots « Tu es inutile. Elle est meilleure que toi en tout. Plus belle, plus jeune, plus intelligente. » 3 ans. Et pourtant, j'avais l'impression d'avoir vécu plusieurs vies depuis. Ce matin-là, je me suis réveillée dans ma maison de Versailles. La lumière du jour entrait doucement par les fenêtres. J'ai regardé autour de moi. Mon salon, mes livres, mes tableaux. Tout était calme, serein, à moi. Laurent dormait encore à côté de moi. Nous vivions ensemble depuis septembre dernier. Pas par nécessité. Pas par peur de la solitude. Mais par choix. Par amour. Je me suis levée doucement pour ne pas le réveiller. Je suis descendue à la cuisine. Et j'ai préparé du thé.
Plus de café, plus de cafetière italienne. Cette époque était terminée. J'ai ouvert la fenêtre. L'air était frais, vivifiant. Les oiseaux chantaient dans le jardin. Et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. Il y a 3 ans, j'étais une femme brisée. Une femme qui avait tout donné et qui n'avait reçu que du mépris. Une femme qui croyait que sa vie était finie, que son bonheur était derrière elle. Aujourd'hui, à 65 ans, j'étais une femme libre. Libre de mes choix, libre de mes émotions, libre de mon avenir. Laurent est descendu, les cheveux ébouriffés, un sourire aux lèvres. « Bonjour, ma belle. Bonjour. » Il m'a embrassé. Un baiser doux, matinal. « Tu as bien dormi ? » ?»« Très bien. Et toi ? » ?»« Comme un bébé. » Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, en parlant de notre journée. Laurent avait un rendez-vous avec un client. Moi, j'avais mon cours de peinture l'après-midi. Des choses simples, des choses normales, mais tellement précieuses. En fin de matinée, j'ai reçu un appel de Camille. « Maman, j'ai une grande nouvelle. »« Quoi ? » ?»« Je suis enceinte. Mon cœur s'est gonflé de joie. »« Ma chérie, c'est merveilleux. »« Oui, et je voulais te demander, est-ce que tu pourrais venir au Canada pour la naissance ? En juin. »« Bien sûr, je serai là. » Après avoir raccroché, j'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de bonheur. J'allais être grand-mère, une nouvelle vie, une nouvelle génération. L'après-midi, à mon cours de peinture, j'ai travaillé sur un portrait. Le portrait d'une femme âgée, debout devant une fenêtre ouverte, regardant vers l'horizon. « C'est magnifique, Elena, » a dit mon professeur. « On sent la force dans ce regard, et en même temps, la paix. »« Merci. C'est vous ?» J'ai souri. Peut-être. Ou peut-être la femme que je suis devenue. Le soir, Laurent et moi avons dîné dans un petit restaurant près de la Seine, un endroit que nous aimions. Simple, chaleureux. « Tu sembles particulièrement heureuse ce soir, » a-t-il remarqué. Je le suis. Camille attend un bébé. C'est formidable. Il a levé son verre. À la vie, au nouveau départ, aux bonheurs inattendus. À la vie, ai-je répété en trinquant avec lui. Plus tard dans la soirée, alors que nous marchions le long du fleuve, Laurent m'a demandé « Est-ce que tu penses encore à lui, à Olivier ?» J'ai réfléchi. Parfois, mais plus avec colère, plus avec douleur, juste avec de la tristesse. Pour lui, pour ce qu'il a perdu, pour ce qu'il aurait pu être. Tu es généreuse. Non, je suis juste en paix. Tu sais ce que j'ai appris ? Quoi ? Que le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Laurent a hoché la tête. Tu es une femme sage, Elena Roche. Je suis une femme qui a appris. À mes dépens. Mais j'ai appris. Février. Un matin, j'ai reçu une lettre d'Olivier. La première depuis des mois. J'ai hésité avant de l'ouvrir, puis je l'ai fait. Chère Elena, je ne sais même pas si tu liras cette lettre. Je ne sais pas si tu veux encore entendre parler de moi. Mais je devais t'écrire. Une dernière fois. Je voulais te dire que j'ai compris. Trop tard, je sais, mais j'ai compris. Tu n'étais pas inutile. Tu n'as jamais été inutile. Tu étais le pilier de ma vie. La personne qui me soutenait, qui croyait en moi, qui m'aimait malgré mes défauts. Et moi, je t'ai traité comme si tu étais invisible. Comme si tu ne comptais pas. Je te demande pardon. Pas pour que tu me pardonnes. Je sais que je ne le mérite pas. Mais pour que tu saches que j'ai compris mon erreur. Tu méritais un homme qui te voit, qui t'apprécie, qui t'aime pour ce que tu es. J'espère que tu as trouvé cet homme. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Elena. Tu le mérites plus que quiconque. Olivier. J'ai replié la lettre lentement. J'ai ressenti de la tristesse, mais pas de colère. Il avait compris. Enfin, mais c'était trop tard. J'ai montré la lettre à Laurent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Rien. Tu ne vas pas répondre ? Non. Il n'a pas besoin de ma réponse. Il a juste besoin de vivre avec ses regrets. C'est son chemin. Mars. J'ai commencé à écrire. Pas un journal, pas des mémoires, un livre. L'histoire d'une femme qui avait tout perdu et qui s'était retrouvée. J'écrivais chaque matin dans mon bureau qui donnait sur le jardin. Les mots coulaient facilement, comme s'ils avaient attendu des années pour sortir. Laurent lisait mes pages le soir. C'est puissant, Elena. C'est vrai. Les femmes ont besoin d'entendre cette histoire. Tu crois ? J'en suis sûre. Avril. J'ai terminé le premier jet de mon livre. 150 pages. L'histoire d'une femme de 62 ans, trahie par son mari, qui retrouve sa dignité et son bonheur. J'ai envoyé le manuscrit à quelques éditeurs, sans trop d'espoir, juste pour voir. Mais un éditeur m'a répondu. « Madame Roche, votre texte nous a profondément touchés. Nous aimerions le publier. » J'ai pleuré en lisant cet email. Moi, Elena Roche, 65 ans, divorcée. J'allais être publiée. Juin.
Je suis partie au Canada pour la naissance de ma petite fille. Elle s'appelait Rose, Rose Elena. Quand Camille me l'a mise dans les bras, j'ai senti mon cœur exploser de bonheur. « Merci maman », a dit Camille. « Pourquoi tu me remercies ? Parce que tu m'as appris à être forte, à ne jamais accepter moins que ce que je mérite. » Ces mots magnifiques, c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire. Juillet. De retour à Paris, j'ai reçu une invitation étrange. Un événement organisé par l'Ordre des architectes. Une cérémonie en hommage aux grands projets architecturaux des 50 dernières années. « Pourquoi tu es invité ?» a demandé Laurent. « Je ne sais pas. Peut-être parce qu'Olivier a travaillé sur certains de ses projets ? Tu veux y aller ? » « Oui, je pense que oui. » Le soir de la cérémonie, j'ai mis une robe élégante, bleu nuit, simple mais raffinée. Laurent m'accompagnait. En entrant dans la grande salle du palais de Chaillot, j'ai vu des visages connus, des architectes, des entrepreneurs, des journalistes, et puis, au fond de la salle, je l'ai vu, Olivier. Il était seul, debout près d'une colonne, l'air perdu. Il m'a vu. Nos regards se sont croisés. J'ai hésité, puis j'ai marché vers lui. Laurent me suivait, protecteur, mais discret. « Elena », a dit Olivier doucement. « Olivier. » Un long silence. « Tu es magnifique. Merci. » Et lui, c'est Laurent. Les deux hommes se sont regardés. Laurent a tendu la main. « Enchanté ?» Olivier l'a serré, mal à l'aise. « Je suis content pour toi, Elena. Vraiment. Merci. Tu mérites d'être heureuse. » Il a baissé les yeux. « Moi, je ne mérite rien. » Olivier, non. Laisse-moi finir. J'ai détruit tout ce que j'avais. Ma famille, ma carrière, ma dignité. Et aujourd'hui, je suis seule, complètement seule. J'ai regardé cet homme brisé et j'ai ressenti de la compassion. Pas de l'amour, pas du pardon complet, mais de la compassion. Tu n'es pas seul, Olivier. Tu as Mathieu, tu as Camille. Ils me parlent à peine. Alors travaille pour regagner leur confiance. Ça prendra du temps, mais c'est possible. Il a levé les yeux vers moi. Et toi, est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner ? J'ai pris une longue inspiration. Je ne sais pas, Olivier. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est quelque chose qui vient, avec le temps. Mais peut-être. Il a hoché la tête. C'est tout ce que je demande. Laurent et moi sommes partis peu après. Dans la voiture, il m'a demandé « Comment tu te sens ?»« Bien, en paix. Tu es incroyable. » « Non, je suis juste une femme qui a appris à lâcher prise. » Août. Mon livre est sorti en librairie. Le titre « Invisible ». Les critiques ont été bonnes, très bonnes. Un témoignage poignant sur la dignité retrouvée. Une histoire universelle qui parlera à toutes les femmes. Des lectrices m'ont écrit, des dizaines, puis des centaines. Merci pour ce livre, il m'a aidé à partir. Votre histoire m'a donné le courage de dire non. J'ai 68 ans et je viens de quitter mon mari. Grâce à vous, ces messages m'ont profondément touchée. Si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela avait eu un sens. Septembre. Un matin, alors que je prenais le thé dans mon jardin, j'ai repensé à tout ce chemin. 3 ans plus tôt, j'étais une femme invisible, une femme que son mari ne voyait plus, une femme qui se croyait inutile. Aujourd'hui, j'étais une femme libre, une femme aimée, une femme qui avait retrouvé sa voix. J'ai pensé à Olivier, seul dans son studio, à Anaïs, qui avait perdu tout ce qu'elle pensait gagner, à Marc, qui était revenu vers sa femme par défaut, pas par amour. Ils avaient tous cherché le bonheur au mauvais endroit, dans la jeunesse, dans le mensonge, dans la trahison, et ils avaient trouvé le vide. Moi, j'avais cherché le bonheur en moi-même, dans ma dignité, dans mon respect, dans ma liberté, et j'avais trouvé la paix. Laurent est sorti dans le jardin. À quoi tu penses ? À la vie. Et qu'est-ce qu'elle te dit, la vie ? J'ai souri. Elle me dit que rien n'est jamais fini, que chaque fin est un nouveau départ, que la douleur peut se transformer en sagesse. Il s'est assis à côté de moi. Tu sais ce que je pense ? Quoi ? Que tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. J'ai pris sa main. Je n'ai pas toujours été courageuse. J'ai eu peur, longtemps. Mais tu l'as fait quand même. C'est ça le courage. Nous sommes restés assis comme ça, main dans la main, regardant le jardin. Et j'ai pensé à toutes les femmes qui, comme moi, avaient été traitées comme si elles étaient invisibles, à toutes celles qui avaient accepté l'inacceptable, à toutes celles qui pensaient qu'il était trop tard. Je voulais leur dire, il n'est jamais trop tard, jamais, à 55 ans, à 60, à 70, à 80. Il n'est jamais trop tard pour se choisir, pour dire non, pour partir,
pour recommencer. La vie ne s'arrête pas à 60 ans. Elle ne s'arrête jamais. Tant qu'on respire, on peut changer, on peut grandir, on peut être heureuse. Et si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme, à ouvrir les yeux, à retrouver sa dignité, à se choisir, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.